Et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo spéciale hors série du mois d'août. Aujourd'hui, on va parler arrosage automatique. J'avais déjà fait une vidéo avec mon collègue Alex, le super paysagiste qui était venu m'installer un arrosage automatique. Et il est vrai, comme vous avez été nombreux à le signaler, qu'on n'était pas vraiment rentré dans les détails. Aujourd'hui, cette vidéo va peut-être être un petit peu plus longue, mais en tout cas, je vais tout vous expliquer de A à Z. Je vous rappelle bien évidemment que si vous ne vous sentez pas de faire ça, il y a plein de super professionnels qui seront prêts à en découdre avec votre chantier et vous fournir un travail impeccable. Pour les plus bricoleurs d'entre vous, ou si même vous êtes professionnel ou vous avez envie de vous lancer dans l'arrosage automatique, normalement avec cette vidéo, vous allez tout comprendre, tout reconnaître, vous saurez reconnaître tous les différents éléments. Donc comment arroser des pots de fleurs si vous êtes en appartement, si vous avez une terrasse, un balcon, si vous êtes même à l'intérieur, je vais vous montrer des techniques, ou alors si vous avez un terrain à potager, on va dire jusqu'à 3-4 000 m², si vous avez un peu de terrain. C'est sûr que c'est pas dans cette vidéo que vous allez trouver des renseignements pour faire l'arrosage automatique d'un green de golf ou d'une pelouse de stade de foot. Ce sont des installations bien plus complexes qui là nécessitent vraiment un savoir-faire ultra poussé. Et là, bon, faut faire appel à un pro, hein. Allez, on y va tout de suite. L'arrosage automatique, ça sert à quoi? Ouais, ça sert à rien, c'est pour les feignasses, c'est comme le micro-ondes, la télécommande, le lave-vaisselle. Donc l'arrosage automatique, bien évidemment, ça va vous servir à plein de choses. La première des choses, c'est fini les corvées. J'entends par corvée le balai incessant des arrosoirs qu'il va falloir faire pendant les fortes saisons, qu'il va falloir faire en permanence. Le fait d'automatiser votre système, ça va permettre simplement de pouvoir vous concentrer sur le plaisir, sur les choses que vous avez envie de faire, comme enlever les mauvaises herbes. Il n'y a encore pas de trucs pour les enlever automatiquement. Mais toujours est-il, c'est que ça va vraiment vous simplifier la tâche. Vous aurez plus peur des fortes chaleurs, vous aurez plus peur de vous absenter, puisque même pendant les vacances, eh bien l'arrosage automatique va continuer d'arroser vos petits bébés, vos petites plantes chéri-nounet, que ce soit le potager, la pelouse, etc. Deuxième avantage de l'arrosage automatique, c'est que ça va vous permettre de choisir des heures bien précises pour l'arrosage. On sait par exemple que c'est pas génial d'arroser en pleine journée, surtout quand il fait chaud, et qu'on va plutôt privilégier un arrosage tôt le matin, voire tard le soir, voire les deux, vous verrez, c'est possible. Le troisième avantage, ça va être les économies d'eau. Avec un arrosage automatique, on peut vraiment cibler précisément chaque plante, et donc on n'est plus obligé, comme avec un arrosoir, de tout tartiner et d'en foutre un tiers du seau dans les allées, dans la terre qui est à côté, et en tout cas de ne pas arroser là où vraiment il y a besoin d'arrosage local. L'arrosage automatique, ça va vous permettre de faire quand même des économies d'eau substantielles. Encore une fois, je m'entends par substantiel parce que dans tous les cas, on reste quand même obligé d'arroser. L'arrosage reste obligatoire, même si vous paillez bien, etc. Je te garantis qu'en ce moment, il y a 42 à l'ombre. Si on n'arrose pas le matin et le soir, en 2 jours, il n'y a plus rien, c'est tout cramé, et pourtant on a ça de paillage. On va pouvoir arroser les plantes par rapport à leurs besoins. On sait qu'il y a des plantes qui détestent avoir le feuillage mouillé, qui courgent, courgettes, etc. C'est le cas des tomates qui ont vraiment besoin d'un arrosage au pied. Quand vous pouvez le faire, c'est toujours mieux. Et en plus, avec les goutteurs, avec les tuyères, on va pouvoir dire, tiens, là je mets un goutteur de 4 litres/heure, là je mets un goutteur de 2 litres/heure. Et c'est bien évident qu'on ne va pas arroser de la même manière une culture je parle par exemple pour le potager, de salade, de carottes, de persil, qu'on va arroser un pied de tomate, qu'on va arroser des concombres, ou qu'on va arroser un gazon, ou encore des géraniums dans des pots. Donc ça, c'est vraiment un autre avantage de mettre un arrosage automatique, c'est que non seulement ça va arroser en fonction de ce que vous aurez programmé, mais en plus ça va le faire bien. Faut-il des prérequis? Et dans ce chapitre, je mets débit, point d'interrogation, et pression, point d'interrogation. D'où le vieil adage qu'on apprend en plomberie, c'est Pascal qui va au bar pour demander une pression. Ok, ceux qui ont compris, marquent dans les commentaires. Alors si vous avez des balcons, des jardinières et que vous voulez y mettre uniquement des gouttes à gouttes, la pression minimum va être de 1 bar. Avec
1 bar, 1 bar 5, les gouttes à gouttes vont fonctionner. Si vous avez un potager arrosé, un jardin, des plantes, etc., là, il va falloir aller chercher plus d'informations et on va avoir besoin de connaître votre débit disponible et votre pression disponible. Attention, débit-pression, ça n'a rien à voir, il ne faut jamais les mélanger. Par exemple, le débit, une rivière, il y a beaucoup de débit, il y a une grosse quantité d'eau, débit égale quantité d'eau, mais il n'y a pas de pression. C'est-à-dire que si je mets ma main au milieu de la rivière, je ressens quasiment pas la pression. Alors que par exemple un nettoyeur haute pression, eh bien lui il va avoir un tout petit débit mais une forte pression. C'est-à-dire que tu fous ton Karcher à fond, tu passes les doigts devant, ils tombent tes doigts, quoi. Voilà. Donc ça c'était un petit peu pour te donner la différence entre débit, pression. Commençons par le débit. Il va déjà falloir connaître votre point de soutirage. Ça peut être une attente d'un tuyau d'eau, ça peut être une pompe, ça peut être un robinet de jardin, peu importe. Admettons que ce soit un robinet de jardin, on va imaginer que vous êtes en appartement ou vous avez une petite cour et que vous avez un robinet de jardin, que vous n'avez pas envie de péter toute la baraque pour remettre une alimentation. Pour déterminer le débit, c'est très facile. Il faut par contre faire attention que tout le reste de votre maison soit complètement fermé. Parce que si pendant que vous faites votre mesure, il y a une gamine qui tire la chasse, la maman qui fait la vaisselle, eh bien ça va faire chuter le débit et la pression et donc votre mesure sera fausse. Donc vous vérifiez bien que tous vos robinets sont fermés. Ensuite, vous prenez une bouteille d'1 litre d'eau ou un seau de 10 litres, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez sûr et certain de cette contenance. Donc, tu peux piquer le verre mesureur de ta femme en étant discretos. Vous allez ensuite ouvrir votre robinet à fond la caisse, prendre d'une main un chronomètre, de l'autre main votre bouteille et mettre le chronomètre sous l'eau, non, et appuyer sur la bouteille. Et mettre la bouteille sous le robinet et au même moment, tac, vous allez déclencher votre chronomètre. Donc pour faire simple, on va imaginer qu'on a un seau de 10 litres et que ce seau, quand on le met dessous, il se remplit en 10 secondes. Donc 10 litres, la quantité d'eau divisée par 10 secondes égale 1 multiplié par 3600 ou 3,6, c'est encore plus facile. Ça va vous donner votre débit en litres heure. Alors bien sûr, après ça c'est à vous d'aller essayer de tout fermer et puis d'ouvrir à fond votre robinet de... Il y en a qui vont avoir 4 mètres cubeurs, il y en a qui vont avoir 2 mètres cubeurs, il y en a qui vont avoir 9 mètres cubeurs, etc. Ça c'est vraiment important à connaître parce que vous verrez que ça va vous aider à déterminer vos plans de réseau, vos plans de section. Ça c'est important puis pour choisir vos buses et tout. Pour déterminer la pression, alors là c'est un petit peu plus compliqué. On a deux possibilités à ma connaissance. Si vous avez d'autres possibilités, je sais qu'il y en a qui font des calculs par rapport à la quantité d'eau que peut passer dans le tuyau. Bon, après, on rentre dans du génie climatique. Mais moi, pour ma part, j'ai deux solutions. La première solution, si vous avez la chance d'avoir une installation de plomberie, on va dire équipée avec des manomètres qui sont généralement situés sur le détendeur de pression, etc., vous allez pouvoir avoir une lecture directe. Ça, c'est le plus facile. Vous fermez tout, vous allez regarder l'aiguille et vous avez votre pression. Si vous n'êtes pas équipé, il existe des petits accessoires pour mesurer la pression instantanément. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description. Ces accessoires permettent par pression sur le point de soutirage en ouvrant d'avoir une lecture directe de votre pression. Donc c'est bon, maintenant vous avez votre débit, votre pression. Juste la dernière petite parenthèse, pourquoi c'est important? Eh bien parce que dès qu'on va commencer à taper dans de la tuyère, à taper dans de la turbine, on va avoir sur les tableaux, sur les abacs des fabricants, eh bien des quantités minimales à respecter. Par exemple, une tuyère, comme je vais vous montrer tout à l'heure, elle se lève en fonction des modèles entre 1 bar et 2 bars 1. Donc si déjà en mesure de pression vous avez en dessous d'1 bar, bon déjà c'est que votre installation c'est de la merde, non mais c'est qu'il y a un gros problème, mais on va dire si vous avez pas assez de pression, eh bien vous risquez d'avoir un problème et vos tuyères risquent de mal fonctionner et les turbines on n'en parle même pas. En fait chaque accessoire a une fiche technique et est donné pour fonctionner avec un débit et avec une pression vraiment spécifique. Pendant que je vous tiens dans ce chapitre, j'aurais pu faire un point 2,5 qui pourrait s'appeler le plan
avec votre débit et votre pression, c'est vraiment la base de toute votre installation. C'est ça qui va vous permettre de faire un joli croquis d'arrosage automatique où c'est que vous voulez arroser et de dire, bon bah voilà, j'ai tant de débit disponible, j'ai tant de pression disponible, donc maintenant je vais sur Internet, sur le site Internet des fabricants. Moi personnellement, je bosse avec Rainbird, c'est une marque que j'adore, que je connais depuis très longtemps. Ils m'ont rien filé pour vous faire cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, le matos que vous allez voir, je l'ai acheté comme tout le monde, il n'y a aucun souci, mais je voulais vous le dire, Rainbird, ça fait vraiment partie des marques leaders et avec ça, vous prenez pas de risque, il y a toutes les pièces, il y a tout, vous retrouvez tout. On n'utilise que du Rainbird, nous, c'est des marques anciennes et avec une qualité et puis connue, reconnue. Ouais. On peut retrouver les pièces si on a un souci. C'est le matériel professionnel numéro 1, quoi. Il y a d'autres marques. Ouais, mais avec ça, t'as pas d'emmerde, voilà, t'es sûr. On n'a pas de souci. Donc, par exemple, si vous allez sur leur site internet, vous allez voir que toutes les buses, toutes les tuyères, toutes les turbines sont accompagnées d'abac. Et donc, bah, il suffira de déterminer, par exemple, si vous dites, moi, j'ai 3 barres de pression disponibles et puis j'ai 4 mètres cubeurs, eh bien, vous allez dire, par exemple, je veux créer mon premier circuit. Et pour déterminer le nombre de tuyères, eh bien, vous allez dire, bah tiens, j'ai des tuyères qui bouffent 800 litres/heure. Donc 800 litres/heure, si j'ai que ce circuit d'en route, je sais que moi j'ai 4 mètres cubes de beurre, je peux en mettre 4, voilà, sur circuit. Si j'ai pas assez de mètres cubeurs, bah, faut que je fasse un deuxième circuit, etc., etc. Voilà, ça c'était un petit peu pour les prérequis débit pression. C'est vraiment la base. Vous pouvez pas, même si vous voulez pas le faire vous-même, si vous voulez appeler un paysagiste, appeler un professionnel pour qu'il le fasse, la première chose qu'il va vous demander ou qu'il va venir calculer chez vous, c'est débit pression. Petit 3, la provenance de l'eau. Bien évidemment, certains d'entre vous n'ont pas le choix quand vous êtes dans des appartements ou certaines villas où on n'a pas envie de se lancer dans des travaux. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas de cuve, pas de puits, pas de citerne, pas de forage, il va falloir forcément vous tourner vers l'eau de la ville. C'est vraiment pas une solution que j'adore, même si quand on n'a pas le choix, bah, on n'a pas le choix. Pour tous les autres, eh bien, vous pouvez sans aucun problème, et c'est ce que je vous conseille le plus, utiliser un puits, utiliser des citernes de récupération d'eau, qu'elles soient enterrées ou qu'elles soient apparentes à la sortie d'une gouttière. Ça vous permettra d'utiliser de l'eau de pluie, de l'eau de forage, de l'eau d'un puits et au moins de faire un petit peu des économies et puis de ne pas, entre parenthèses, gaspiller de l'eau potable. Concernant les pompes, encore une fois, si vous n'êtes encore pas équipé, il est important de choisir des pompes qui sont capables de faire de l'arrosage. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître vos débits et vos pressions. Donc pour les pompes, on a plusieurs grandes familles. On a les pompes avec surpresseur. Le gros avantage, c'est que le ballon qui est situé sous la pompe ou à côté de la pompe sur les grosses installations va éviter les démarrages et les arrêts intempestifs de la pompe. L'autre avantage, c'est que ça vous fait dedans une petite réserve d'eau et souvent sur toutes ces pompes, la pression max est réglable. Donc ne vous tracassez pas, vous regardez les fiches techniques, c'est encore ce qu'il y a de mieux. C'est toujours marqué le débit, la pression qu'elle est capable de vous fournir. Donc là, le débit, n'hésitez pas, si vous pouvez en prendre une de 5000 litres/heure, 6000 litres/heure, bah faut pas hésiter. Vous inquiétez pas non plus pour le débit parce qu'il peut être bridé en sortie de pompe. On peut mettre une vanne pour réduire un petit peu le débit, il faut quand même le savoir. La deuxième chose, c'est concernant la pression sur les pompes. Eh bien, là aussi, c'est pas un souci. Si vous voyez un surpresseur qui dit, bah voilà, pression max 5,4 bars, il faut savoir que c'est la pression max. Donc, sur les surpresseurs, sur tous les modèles de pompes quasiment, quand vous avez un pressostat, vous pouvez régler la pression et donc, eh bien, décider de mettre 3 bars, 3 bars 5, 4 bars. Donc, la première famille de pompes, je disais, c'est donc les pompes de surface avec surpresseur. La deuxième, ce sont ce qu'on appelle les pompes de jardin, idéales au potager, etc. C'est des pompes de surface, mais sans surpresseur. Donc, tu poses ça à côté de ta cuve, etc. Quand on a besoin, tu la mets en route, ça se démerde. Quand on n'a plus besoin, ça s'arrête. Ensuite, on a les pompes immergées. Alors, dans les pompes immergées, là aussi, on a plusieurs familles. On a les tout automatiques. C'est ce que j'ai installé, moi, dans ma maison, dans mon puits. C'est-à-dire que c'est une pompe avec un pressostat intégré. Et en fait, cette pompe va se servir des tuyaux comme surpresseur. Donc, elle va être capable, quand on ferme le robinet, de détecter une montée en pression et de couper la pompe. Et quand on ouvre, de détecter une baisse de pression et de réenclencher la pompe. Ça, c'est pas mal, mais si vous avez des gros arrosages, je ne vous conseillerais pas vraiment ça. Si vous voulez vraiment une pompe de puits ou de forage, à ce moment-là, le mieux, c'est d'avoir vraiment une grande pompe 4 pouces, mettons, immergée, avec à côté un surpresseur de 200 litres. J'ai fait beaucoup d'installations comme ça et c'est le top. C'est fiable, vous pouvez régler tout ce que vous voulez. Il y a des sondes de protection haute, basse, c'est vraiment nickel.
Donc voilà un petit peu pour le matos de pompage. Alors comme je vous l'ai dit, si vous avez déjà calculé vos débits, vos pressions, eh bien je vous conseille de prendre une pompe un petit peu supérieure aux capacités que vous avez besoin en arrosage automatique. Et si vous avez déjà votre pompe, eh bien foncez lire la notice ou foncez voir la plaque. Normalement tout est inscrit dessus. Sinon tu fais les techniques que je viens de te dire, tu la mets en route, débit, pression, bouteille, Tupperware. Petit 4, tuyau. Ça y est, on rentre dans le concret. On va maintenant passer aux tuyaux. Alors on a les tuyaux primaires et les tuyaux secondaires. Les tuyaux primaires, en gros, c'est le tuyau d'adduction d'eau. C'est celui qui va aller de votre robinet de jardin jusqu'à votre nourrice. C'est celui qui va aller de votre pompe jusqu'à votre nourrice. Je vous conseille le tuyau Plymouth, le tuyau PE standard. Donc ça, c'est du 16 bars. Vous le reconnaîtrez parce qu'il a une bande bleue. Donc en fonction des débits et tout, de la taille de votre installation, vous pouvez prendre du 25 mm, généralement c'est largement suffisant. Si vous avez une grande baraque, eh bien là, vous pouvez prendre du 32, passer en 32 ou en 40. Malgré tout, généralement, les professionnels de l'arrosage, de l'irrigation, n'utilisent pas ce genre de tuyau, ne serait-ce que pour gagner un petit peu de pognon, et puis parce que ce genre de tuyau, c'est capable de résister à 16 bars de pression. Ça ne sert à rien du tout dans une installation, donc c'est pour ça qu'on va utiliser le même type de PE, sauf qu'au lieu qu'il ait un trait bleu, il aura un trait blanc. Alors là, je vois qu'en gros, tu as des tuyaux Plymouth, mais ils sont blancs. Alors cela, c'est du tuyau d'irrigation qu'on utilise pour l'arrosage en 10 bars. Vu que notre système d'arrosage fonctionne en 3 bars, il n'y a pas besoin de mettre du 16 bars. Ouais, comme on mettrait sur un, voilà. Sur un réseau d'eau normal. Ce tuyau, je le disais donc, on le retrouve avant les nourrices, mais on peut aussi le retrouver après les électrovannes. Alors pourquoi? Parce que ce tuyau, du fait qu'il a un diamètre plus important, et bien dedans, il va pouvoir passer plus de débit, voilà, plus de quantité d'eau. Et donc, si vous avez, on va dire, des buses ou des tuyères, on va dire à moins de 10 mètres de votre nourrice, vous pouvez passer directement en tuyau secondaire qu'on va voir tout de suite après. Si c'est à plus de 10 mètres, je vous conseille de sortir de votre électrovanne, toujours avec le même tuyau, et ensuite de mettre des raccords qu'on verra tout de suite après pour adapter votre réseau secondaire. Le deuxième type de tuyau qu'on va voir, c'est dans les tuyaux secondaires. Donc c'est ces petits tuyaux que vous avez peut-être déjà vus dans les bricots, dans les jardineries ou sur internet. C'est du tuyau de 16, il en existe généralement de diamètre 16 et 20. Ça sert en sachant que c'est le 16 qu'on utilise le plus souvent. Ça, c'est vraiment un tuyau secondaire, c'est-à-dire que on peut le brancher directement à la sortie d'une électrovanne ou on peut le brancher directement sur un raccord spécifiquement prévu à cet effet. Voilà, comme ça, tu mets un petit coup tu lui chauffes un peu les côtelettes, papa dans maman, et ça rentre tout seul. Et ça va vraiment bien. Donc ça, on va pouvoir s'en servir pour accorder une tuyère, pour accorder une turbine, mais aussi on va pouvoir mettre un thé, le bouchonner, faire partir des réseaux un petit peu dans tous les sens. Et on va pouvoir y mettre des petites vannes si on veut condamner un réseau. On va pouvoir y mettre des filtres, des petits réducteurs de pression, de tout ce qu'on veut. Mais surtout aussi, on va pouvoir venir y piquer dessus directement des goutteurs, des gouttes à gouttes. Ce tuyau s'enterre pas du tout. Celui-ci, vous pouvez l'enterrer. Celui-ci s'enterre pas du tout. Vous allez pouvoir le déplier directement au milieu de vos massifs, au milieu de vos balconnières, au milieu de vos pieds de tomates. Et puis à chaque pied de tomate, on va y faire un petit trou, on va y mettre un goutteur. On verra ça plus tard. Le dernier type de tuyau, eh bien c'est pareil, c'est toujours un tuyau secondaire. C'est du tout petit, très très souple. Tu vois, on peut faire quasiment des nœuds avec. Tu vois, c'est très 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 souple. Et donc ça, c'est du tuyau en 4-7. On appelle ça généralement diamètre intérieur 4, extérieur 7. Et ça va servir à aller déporter un goutteur ou un asperceur. Admettons que j'ai deux rangs de fleurs, on est d'accord, avec des hortensias tous les 50 cm, espacés à 1 mètre d'écart. Eh bien, vous pouvez faire une ligne avec le 16 en plein milieu et ensuite, avec des raccords spéciaux que je vous montrerai après, venir percer et venir rallonger et raccorder ça, retirer 40-50 cm et à la fin de ce tuyau, mettre un goutteur. Alors voilà pour les tuyaux. Faites quand même très attention aux longueurs que vous avez. Un tuyau comme ça, ça perd, je crois de mémoire, 1 bar pour 40 mètres. Donc 0,25 bar de pression, de perte, de déperdition, 0,25 bar tous les 10 mètres. Donc ça veut dire que si à la base vous avez une pression trop faible,
eh bien, il va falloir prendre des décisions. La décision, même si vous avez de l'eau de la ville, ça peut être de mettre un surpresseur. Sur l'eau de la ville, bah oui, même sur l'eau de la ville. Et c'est aussi ce qu'on conseille quand des gens ont des maisons à étage et qu'ils arrivent au 3e étage et qu'ils ouvrent la douche et ça coule presque pas. Parce qu'il y a trop de perte de charge, il n'y a pas assez de pression et donc en haut, bah, on n'a plus rien. À ce moment-là, on vient y mettre un surpresseur sur l'installation de la ville, c'est possible. Et en fait, le surpresseur va aspirer, mettre en pression et recracher avec la bonne pression. Voilà, il y a toujours, quasiment toujours des solutions. Si vous avez des installations grosses et compliquées, je vous conseille de faire encore une fois appel à un professionnel parce que normalement dans les calculs de débit et de perte de pression, on va même prendre en compte les raccords. À chaque raccord, on va enlever un petit pourcentage en sachant que ça reste minime et que si vous avez des installations standards, bien dimensionnées, vous n'aurez pas de soucis. Petit 5, nourrice et raccord. Et puis dedans, je mets les regards aussi. Regarde, on va vivre là. Mais non, c'est pas ça. Alors, on va déjà commencer par les raccords. Je vais déjà vous parler des raccords pour les tuyaux principaux, on va dire. Donc, si vous vous mettez du Plymouth, comme ça, du tuyau PE, je vous conseille du raccord Plasson. Alors, je vous conseillerais peut-être pas ça pour une alimentation d'eau domestique. Moi, je préfère le laiton. Mais pour l'arrosage, c'est parfait. Alors, raccord Plasson, pourquoi? Bah, d'abord parce que c'est la marque, c'est le nom de l'inventeur, c'est Plasson. Et donc, il en existe tout plein de modèles, tout plein de diamètres en fonction des tuyaux. Et surtout, il existe plein de choses. Donc, il existe des T, tu vois, des raccords mâles, des raccords femelles. C'est très pratique et en étant super honnête, ça coûte vraiment pas très cher. Donc, tu vois, des manchons, on a des bouchons, voilà, des bouchons. On a des T, on a tout ce qu'on veut et donc avec ça, on peut tout construire. L'énorme avantage de ce genre de raccord, eh bien, c'est que d'abord, si vous vous gourrez, c'est réutilisable. À l'intérieur, là, tu vois, donc il y a un écrou extérieur, un raccord conique et à l'intérieur, il y a un petit joint torique. L'énorme avantage, eh bien, c'est que ça s'installe très facilement sans outil. Il faut quand même que votre tuyau soit propre. Vous allez mettre votre écrou. Ensuite, vous allez mettre votre cône avec le cône en direction de l'écrou. Et ensuite, vous allez emboîter votre raccord à fond. Alors, tu vois, il faut à peu près que tu visualises où c'est que c'est le fond. Et hop, voilà, là, il est raccordé à fond. On rabat la petite collerette contre la portée et on vient serrer. Et on serre ça vraiment à la main. Ceux qui veulent y mettre un petit coup de pince, ils peuvent. Mais déjà là, rien que là, à la main, c'est bon, c'est serré, c'est fini. Donc ça, c'est pour les raccords Plasson. Alors, tu iras voir sur Internet, tu peux tout faire avec. Deuxième catégorie de raccords, pendant qu'on en est dans les raccords, on va parler bien, des raccords pour tous ces petits trucs. Donc là, tu vois, c'est ce que je te disais. Il existe des petites vannes que tu peux emboîter. Après, tu peux mettre des petits colliers. Et ensuite, il existe tout un tas de raccords. Alors là, c'est toujours pareil. On est, je crois, chez Rainbird, hein. Et donc, tu vois, ça, c'est pour du tuyau de 16. Alors, si toi, ici, tu achètes du tuyau de 20, tu prends pour du tuyau de 20. Mais pour du tuyau de 16, tu vois, c'est le même principe. Tu mets ton écrou, tu viens mettre ce truc-là, la collerette, tu vois, tu l'enfonces bien. Hop, ça, tu peux y faire à la main. Sinon, je te dis un petit coup de décapeur, ça va tout seul. Et ensuite, hop, t'emboîtes papa dans maman et terminé. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute l'installation que tu vas avoir, les consommables, c'est ces petits tuyaux-là de 4-7, parce que quand tu ne l'as pas coupé à la bonne longueur ou quand tu changes ton jardin de place, et ce genre de tuyaux-là. Ce genre de petits tuyaux de 16, ça ne coûte pas très cher. Nous, on en a toujours une petite couronne ou deux d'avance. Ça s'achète en 100 mètres. Et comme ça, quand tu bouges ton jardin, ou t'imagines que si tu as mis un rang de goutteur, du coup, ton tuyau est tout percé, t'en changes un bout, ça va très bien. Donc, on peut le manchonner. Tu vois, par exemple, là, il y a un manchon. Donc, c'est-à-dire que j'ai récupéré une chute, je l'ai mis au bout. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et là, c'est exactement comme les raccords Plasson. Donc, il existe, tu vois, des manchons. Il existe des bouchons. Ça, vous verrez, moi, j'ai beaucoup de choses, mais je vous conseille vraiment de vous faire un petit stock parce que dès qu'on touche de façon à la plomberie, c'est toujours pareil, il manque toujours 10 centimes pour faire un franc. On a, tu vois, des coudes et on a aussi des raccords pour passer de ce petit tube à un raccord fileté. On peut très bien imaginer, par exemple, venir visser ça ici. Alors attention, plastique contre plastique, pas de filasse, hein, du laiton. Hein. Et pas besoin de se casser la tête, hein, t'en mets 2-3 tours, tu tournes à la main, tu visses à la main tant que tu peux, il y a à peine même besoin d'y mettre un coup de pince et c'est bon. Et là, on imagine qu'on pourrait repartir avec un bout de tuyau de 16 enfiché dedans.
Vous inquiétez pas, on trouve de tout. Alors maintenant, on passe à la nourrice. La nourrice, c'est le point d'éclatement, le point qui va séparer la partie secondaire d'arrosage automatique à l'arrivée d'eau primaire de votre pompe ou de la ville, du réseau. Cette séparation, elle va se faire avec deux choses. Des électrovannes qu'on parlera tout de suite après, mais ces électrovannes, il faut bien les fixer sur ce qu'on appelle une nourrice. Donc une nourrice en plomberie, vous connaissez, là c'est exactement la même chose. Vous pouvez trouver dans le commerce des nourrices comme ça, un petit peu toutes prêtes, où vous allez par exemple, ici, venir raccorder... C'est un exemple, hein, mais venir raccorder par exemple votre... vous pouvez mettre une vanne ou pas de vanne. Moi, je vous conseillerais toujours de mettre un petit thé pour purger. Un arrosage automatique, sauf s'il est à l'intérieur, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. On ne s'en sert jamais pour arroser l'hiver. Et donc, ça ne sert à rien de mettre votre installation hors gel. Vous pouvez la mettre à 30-40 cm de profond. C'est ce qu'on avait fait, nous, quand on avait fait notre système. Et de toute façon, à la fin de la saison, on arrête tout, on ouvre tout et éventuellement, on dessert un raccord ou quoi que ce soit pour purger et terminer. Ici, après, vous avez vos départs avec une électrovanne, 2 électrovannes, 3 électrovannes, 4 électrovannes, etc. Ça, c'est si vous avez envie d'utiliser ce genre de choses. Donc ça, encore une fois, ça c'est des trucs de paysagistes. C'est pas mal. Moi, j'y crains un peu parce que ça brinque-balle un peu et tout. L'énorme avantage, c'est que c'est compact et ça va bien après pour rentrer dans un regard. Si vous voulez pas vous emmerder avec ça, eh bien, vous mettez des thés. Vous pouvez fabriquer votre propre nourrice. C'est-à-dire, là, on imagine bien qu'à la place de ce raccord, on vient mettre un thé. Et puis, on recoupe 10 cm de tube, on remet un autre thé, etc. Et à la fin, on a notre nourrice. La dernière partie de ce chapitre, ce sont les regards. Les regards ne sont pas indispensables, surtout si vous avez une petite installation. Si c'est une petite installation dans un potager, tout ça, ça peut rester, on va dire, à l'air, posé quelque part. Si vous avez une installation de balconnière, de jardinière sur un toit de terrasse, etc., c'est pareil, il n'y a pas besoin de regard. Par contre, dès que vous allez commencer à enterrer des tuyaux et tout, et puis que vous voulez une belle finition bien propre, vous voulez aucun tuyau qui dépasse, par exemple, pour arroser un gazon et tout, eh bien, il existe des boîtes qui font différentes tailles, par exemple la taille de ce carton, que vous pouvez encastrer dans le sol. Le couvercle généralement est vert, comme ça, ça reste discret. Et à l'intérieur, eh bien, vous viendrez y mettre tous vos départs, vos électrovannes et votre nourrice. Petit 6, les vannes. En fait, j'aurais dû marquer électrovannes. Bah oui, parce que si tu mets des vannes, c'est plus automatique, hein. Point numéro 6, on arrive aux électrovannes, le point névralgique du système avec le programmateur. Les deux sont indissociables, c'est absolument ultra bien, ultra facile à comprendre. En gros, une électrovanne, c'est quoi? C'est comme une vanne qu'on tourne à la main, sauf que celle-ci, elle est motorisée et donc elle est capable de s'ouvrir et de se fermer toute seule. Là, encore une fois, moi, je prends du Rainbird, j'en suis archi content. L'énorme avantage, c'est que si un jour il y a un problème, vous pouvez tout retrouver. Donc, on a l'entrée d'eau qui se fait par ici. À l'intérieur, on a un clapet qui va gérer l'ouverture et la fermeture par dépressurisation, donc par différentiel de pression. Donc, en gros, l'électrovanne va faire rentrer de l'air, l'air va relâcher la pression de la membrane, ça va ouvrir l'électrovanne. Quand l'électrovanne va fermer, l'eau va se remettre en pression, va repousser l'électrovanne, le clapet qui est à l'intérieur, ça va fermer l'électrovanne. Dedans, il n'y a aucune pièce mécanique, il n'y a pas de rotor, il n'y a rien du tout, il y a juste un joint qu'on peut, avec des fois, il y a certains aussi où il y a un petit tamis, qu'on peut tout démonter, tout ouvrir, tout nettoyer, tout remonter, changer juste le joint si on veut, etc. Les électrovannes, il y en existe vraiment de toutes les tailles. Donc là, on est sur du 1 pouce, il y en existe du 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, il y en existe du 15-21, du 20-27. Voilà, si vous avez une petite installation de balcon, par exemple, une petite électrovanne en 15-21 va suffire. Si vous avez comme moi quelque chose de très standard, du 20-27 ou du 1 pouce va largement suffire. Et puis après, si vous avez vraiment besoin de gros débit, eh bien, il faudra prendre une électrovanne plus grosse. Alors, on a vu cette partie, on a vu la partie intérieure. Ici, sur le dessus, on voit qu'on a une petite vis. Cette petite vis, elle a deux actions. La première, c'est que c'est une purge, donc elle va servir à chasser l'air du système. Et la deuxième, c'est qu'elle va, vu qu'on va purger, on va créer une dépression. Et donc, elle va servir aussi à pouvoir effectuer
effectuer des essais ou un démarrage et un arrêt manuel. C'est-à-dire que même si un jour, pour X raison, vous avez un problème de programmateur, un problème d'électricité, eh bien manuellement, c'est un peu chiant et c'est pas le but d'un arrosage automatique, je te le concède, mais c'est possible manuellement de déclencher ton réseau, de l'ouvrir et de balancer la sauce, la pression. Ça fonctionne avec un différentiel de pression. Donc ne t'inquiète pas, généralement ça met un petit peu de temps à s'ouvrir, 1 ou 2 secondes, mais surtout ça peut mettre un petit peu de temps à se fermer. Et là ça peut être un petit peu plus long, des fois ça va 3-4 secondes. Voilà, c'est pas précis comme, mais ça fait le job. Et c'est très très fiable. Ici sur la partie du dessus, on a ce qu'on appelle, ce n'est pas un moteur, c'est un solénoïde. C'est la partie magnétique qui va pouvoir servir à ouvrir et à fermer le clapet, à créer la dépression et donc à ouvrir. Si un jour c'est mort, ne vous faites pas baratiner, on peut racheter que le solénoïde et changer que ça si votre vanne est en bon état. Et la deuxième chose, c'est attention parce que votre vanne, il faut qu'elle corresponde à votre programmateur. Parce que des solénoïdes, vous pouvez en avoir en 12 volts, en 24 volts, en 9 volts, comme ça, je t'expliquerai pourquoi. Et vous pouvez aussi en avoir en 230 volts. Par exemple, nous, ce qu'on avait installé avec Alex sur mon terrain, c'était du 24 volts, il me semble, donc ça reste la basse tension. C'est-à-dire que là, ça peut être quasiment complètement plongé dans l'eau, ça craint rien. Hein. Après, si vous avez des programmateurs à pile, il faudra prendre du 9 volts. Ça, c'est une 9 volts. Donc, on imagine bien qu'on a notre nourrice et que donc à chaque nourrice, eh bien ici, alors là moi je les ai pris en femelle mais vous pouvez les prendre en mâle et donc venir les visser directement sur votre truc. Et donc ici, on peut dire départ 1, le jardin, le potager, départ 2, les massifs de fleurs, départ 3, le goutte à goutte des pots de fleurs à maman et puis départ 4, la pelouse. Vous êtes un gros vénard, vous avez des gros tuyaux avec beaucoup de débit, vous êtes un vrai bonhomme, eh bien vous pourrez ouvrir les 4 à la fois et vas-y, c'est Versailles. Et si vous êtes une personne normale, avec un débit normal, une pression normale, eh bien, vous allez dire, bah tiens, moi, j'ouvre que celle-là en premier pendant 20 minutes. Ensuite, j'ouvre celle-ci pendant 10 minutes. Ensuite, celle-ci se ferme, j'ouvre l'autre, etc. L'autre, je l'ouvre 15 jours sur 2, bref. Petit set, les bichons. Programmateur. Mateur. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Un petit cœur sur une vague. Ah, c'est beau! Alors les programmateurs, il y en existe 2 grandes familles différentes. La première, c'est la plus commune, c'est celle que j'ai là-bas. Ce sont les programmateurs filaires, donc 230 volts. Donc en gros, tu fous ça au mur et puis tu viens raccorder ça en 230 volts. Voilà, comme son nom l'indique. Et puis souvent, ça te sort du 12 volts ou du 24 volts pour ensuite aller chercher tes électrovannes. Et il en existe aussi pour ceux qui disent « Ah, mais moi, j'ai pas l'électricité au fond du potager, etc. » Moi non plus. Eh bien, il en existe à piles, comme ça, complètement étanches. Donc, tu vois, dedans, il faut mettre 2 piles 9 volts. Je suis incapable de te dire l'autonomie. J'ai des copains qui me disent « Oh, ça tient 1 an ou 2 ». J'ai des copains qui me disent « Ouais, fais chier, ça n'a pas tenu la saison ». Donc, le mieux, il faut essayer. Et puis, je te dirai, celui-ci, on l'a acheté justement pour le potager parce que avec ces électrovannes, on va refaire des circuits spécifiques pour le potager. Voilà, après, ça, tu fous ça soit contre un mur, soit sur un piquet, soit dans un local. Tu t'en fous, ça peut prendre la flotte, c'est complètement étanche. Le programmateur, pour le raccorder, il y a toujours un commun. Le commun, c'est le noir. Et tu vois aussi que sur les électrovannes, il y a toujours un noir. Eh bien, c'est facile, tous les noirs vont ensemble. Donc, c'est-à-dire que si là, j'ai 10 électrovannes, ce qui n'est pas possible avec ce programmateur, parce que moi, le programmateur que j'ai choisi, c'est un 4 au départ. Et oui, foufou, ça aussi, il va falloir te renseigner. C'est-à-dire que si, toi, quand tu as fait ton dessin, ton croquis, que tu as calculé tes bus, ton nombre d'électrovannes, si tu as 10 électrovannes, il faudra prendre un programmateur avec 10 départs. Il en existe pour tout. Des 1 départ, 2 départs, 4 départs, 6 départs, 8 départs. Je te conseille toujours de prendre éventuellement un départ de plus. Mais par exemple, si toi, tu as un appartement, que tu as juste un balcon, ça ne sert à rien de prendre 4 départs. Tu vas prendre, mettons, juste un départ et ce sera largement suffisant. Donc, admettons que là, on a 4 départs, on a 4 fils rouges. Donc, les communs, ils vont tous ensemble. Donc, je vais prendre toutes mes électrovannes et tous les fils noirs, je vais tous les mettre ensemble. Donc, je les entortille, je mets... Normalement, on ne fait pas comme ça. Alors, pour les fixer, soit les paysagistes font des épissures, c'est-à-dire ce que je viens de faire. Moi, j'aime pas trop ça. Et après, dedans, ils mettent ce qu'on appelle un doigt de graisse. Donc, ça fait comme un tube et dedans, il y a de la graisse et du coup, ça devient étanche. Soit vous faites ça, soit sinon, vous achetez, je crois que ça s'appelle des Scotch Lock.
Donc, en gros, ce sont comme des wagons, mais dedans, il y a de la graisse. Et tu enfonces ça dans la graisse, tu clipses. Et l'avantage de la graisse, eh bien, c'est que ça va chasser l'humidité, ça va éviter la corrosion, etc. Et donc, ça va bien vieillir. Donc, je te le répète, si tu as 10 électrovannes, les 10 fils noirs ensemble. Et ensuite, bah, c'est facile. Un fil rouge par circuit. Donc, ça, c'est le départ numéro 1 qu'on va venir brancher sur le circuit sur l'électrovanne numéro 1, le départ numéro 2 qu'on va venir brancher sur le départ numéro 2, etc. Bien évidemment que ces fils se prolongent, alors ne me mettez pas du 2,5 carré ou quoi que ce soit, essayez de respecter la section. Là, on doit être en souple en 0,75 ou en 1 mm. L'idéal, c'est d'être à peu près dans la même section. Donc, ensuite, on a souvent, tu vois, un autre noir, un autre orange. Ça, c'est pour des accessoires. Tu peux venir mettre des accessoires, rajouter des systèmes de programmateurs, etc. Et ensuite, on a par exemple des options comme là, la boucle jaune, là, les deux jaunes. Alors ça, c'est très bien parce que ça va te permettre, par exemple, de mettre un pluviomètre. Rainbird a un pluviomètre qui est vrai bien, j'en ai installé un là. Et donc, bah, vu que le but de l'arrosage automatique, c'est de ne pas faire n'importe quoi, de mettre la juste quantité d'eau, mais aussi de faire des économies, même si c'est de l'eau du puits que tu ne payes pas, etc. Il faut faire des économies quand même. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de balancer le pognon par les fenêtres. Hein. C'est toujours important de faire des économies. Donc, pour faire des économies, eh bien là, vous achetez une petite option. Vous pouvez la mettre tout de suite ou plus tard ou quand vous voulez, qui s'appelle un pluviomètre électronique. Et donc, lui, il va être capable de détecter si, par exemple, ça fait 2 jours qu'il pleut, eh bien, le pluviomètre va lui dire, bah, mets-toi pas en route, ça fait 2 jours qu'il pleut. Voilà. Donc ça, c'est des petites évolutions. Nous, on l'avait pas mis tout de suite, on l'a rajouté il y a un petit mois et ça fonctionne bien. Après les fonctions, c'est facile. Tu peux tout régler. Donc, tu peux dire tous les jours, je veux que ça arrose pendant 20 minutes de 6h à 6h30. Tu peux dire, moi, je veux que l'électrovanne 2, elle se déclenche pendant 10 minutes. Après, que ce soit l'électrovanne 3, lundi, mardi. Et puis, mercredi, jeudi, je veux que ce soit les deux autres. Tu peux vraiment tout faire. Tu peux régler tous les jours, régler le matin, régler le soir, régler les durées d'arrosage, régler le mettre en manuel. Si par exemple, tu as prévu d'arroser ta pelouse à 8h du soir, mais pas de pot à 8h du soir, tu as mis des tonnelles et un barbecue parce que tu reçois 25 mecs, eh ben, tu vas arrêter temporairement ton programmateur. Et puis, une fois qu'ils sont barrés, que tu as tout plié, tu peux le remettre en manuel. Voilà, tu peux vraiment tout faire. Donc bon, tu as compris, tu n'es pas bête. Les buses, goutte à goutte, ça fait gag. Ok, voilà. Les tuyères, etc. On va commencer par les gouttes à gouttes. Les gouttes à gouttes, c'est essentiellement ce qui va intéresser les jardiniers pour le potager et c'est ce qui va intéresser aussi les gens qui ont des balconnières. Voilà. Donc, il en existe plusieurs sortes. Je ne les ai pas tous ici parce que j'en ai déjà pas mal dans mon jardin. Le gros avantage, c'est que ça va produire un arrosage localisé, pile poil à l'endroit du goutte à goutte. Donc là, alors ça, pour y installer, c'est très facile. Je vais essayer de t'en montrer un si je retrouve, voilà. Il existe des perceurs spéciaux, mais sinon, tu vois, tu prends une pointe de 140. Tu vas venir, hop, faire un trou dedans et le côté noir va toujours dans le tuyau. Et hop, et voilà. Et donc là, j'ai installé mon goutte à goutte. Donc on imagine qu'au bout de ce tuyau, j'ai une électrovanne. À la fin de ce tuyau, soit j'ai un bouchon, soit j'ai un retour qui va venir boucler le tuyau, ce qui sera même pas plus mal parce que comme ça va permettre de créer un équilibre des pressions. Donc là, par exemple, si vous avez des pots de fleurs, des jardinières, eh bien c'est exactement ça qu'il vous faut. Des petits gouttes à gouttes comme ça, c'est parfait. Donc là, on a si mes souvenirs sont bons, du 2 litres. Tu vois, ça c'est une autre marque, ça c'est Toro. Voilà, 2 litres aussi. Là, on a du 8 litres. Il existe aussi du 4 litres. Donc ensuite, tu te renseignes. Je sais que par exemple, pour une tomate, c'est 4 litres, etc. Il existe aussi des systèmes de gouttes à gouttes comme ça que j'adore. Ce sont en fait des goutteurs réglables qui peuvent quand même élargir un petit peu le diamètre. Donc en gros, tu peux les fermer complètement. L'énorme avantage, c'est que si tu l'as mis à l'endroit où du coup, il n'y a plus de plante, où il y a une plante qui a crevé, eh bien du coup, bah, tu n'arroses plus pour rien.
Et l'autre avantage, c'est que, en fait, plus tu vas l'ouvrir, bah, plus il va goûter. Donc, il va passer, je crois, de 2 litres heure, jusqu'il peut monter jusqu'à 15 litres heure, je crois. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que si à un moment, tu as vraiment l'impression que ça a soif, que ça arrose pas assez, eh bien, un goutte à goutte normal, bah, t'es marron, tu peux pas le changer, enfin, tu peux pas l'augmenter. Par contre, à moins d'augmenter la durée d'arrosage, alors que lui, tu vas pouvoir l'ouvrir un petit peu plus. Ne t'inquiète pas si tu as mis un goutte à goutte normal, parce que c'est interchangeable. Tu vois, je peux venir mettre celui-ci à la place du premier trou du goutte à goutte comme ça. En sachant que là, attention, ça reste un trou dans un tuyau avec un truc enfoncé dedans. C'est pas une science exacte, hein. Ça se peut que ça gicle un petit peu ou qu'il y ait 2-3 fuites entre le goûteur et le tuyau. C'est pas drama parce que généralement le goûteur est installé à l'endroit où il faut arroser. Vous pouvez installer aussi vos gouttes à gouttes en déporté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il existe des petits raccords passerelles pour emboîter ça là-dedans. J'en ai pas ici, mais je t'en ferai voir. Il existe des petits raccords passerelles pour les emboîter. Et de l'autre côté, bah, tu vois, tu peux venir emboîter ton goûteur directement dedans. Donc ça, c'est génial. Et donc le poser bah, où tu veux. Voilà. Donc ça, c'est pour les systèmes de goûteurs, on va dire classiques. Ensuite, tu peux avoir des goûteurs comme ça, asperceurs sur pic. Donc ça peut être pas mal pour le persil, les carottes, les trucs comme ça. Et ça peut venir t'arroser par exemple sur 1 mètre. Et ça reste petit comme ça, c'est la même chose que ça, sauf que c'est sur une perche. Voilà. Et ensuite, pour moi, le mieux, si toi, tu as des balconnières, si toi, tu es en appart, etc., le mieux, c'est ce genre de choses parce que ça se pique directement dans la terre à l'endroit où tu veux. Là, tu viens y raccorder un petit tuyau. Voilà, je te conseille de faire ça, parce que comme ça, tu peux le déplacer. Sinon, tu peux aussi l'emboîter directement dans ton tuyau, mais là, c'est moins pratique. Et lui, il a un petit robinet. Donc, soit tu peux carrément le fermer, soit tu peux l'ouvrir aussi en fonction de ce que tu as mis dedans. Donc là, les goûteurs, on a fait le tour. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est les systèmes de tuyères. Donc, une tuyère, c'est ça. Alors là aussi, le gros avantage chez Rainbird, encore une fois, ça n'engage que moi, je pense que les autres marques, c'est peut-être pareil, c'est que tout est remplaçable. Ça peut aller jusqu'à un cercle de 2,50 m, pluie vraiment très fine. Soit tu peux le mettre donc sur un piquet dans ton jardin, soit tu vas pouvoir venir l'encastrer dans la terre. Quand il ne sert pas, eh bien, il est rentré et donc tu peux passer la tondeuse par-dessus. Et quand il sert, eh bien là, il y a tout un système, tu vois, quand il sort, paf, ça sort et psh, ça arrose. Là, ici, tu as une buse que tu peux remplacer. Donc là, c'est une buse noire. Dedans, il y a un petit filtre que tu peux aussi aller vérifier de temps en temps, de checker. Et tout est remplaçable. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu as acheté le corps, tu l'as quasiment à vie. Tout est remplaçable. Tu peux nettoyer ton filtre, remplacer ton filtre et tu peux changer tes têtes. Il y en a plusieurs couleurs. En fonction de la couleur, bah, ça te change le débit, ça te change la pression, ça te change le diamètre d'arrosage et tout. Ça, c'est un avantage. Le deuxième gros avantage, c'est que tout est réglable. Tu vois, il y a des crans dans tous les sens. Il y a une vis ici. Tu peux tout modifier. Tout est orientable parce qu'avec une tuyère, tu peux décider de faire un arrosage à 360 degrés, mais tu peux aussi dire, bah moi je veux pas arroser à 360 degrés parce que je mets ma tuyère là, mais mon massif est devant et j'ai pas envie d'arroser mon jeu de boules qui est derrière. Donc tu peux lui dire, bah non, je veux qu'il arrose qu'à 180 degrés, qu'à 90 degrés, qu'à 45. Vraiment, tu lui fais faire ce que tu veux. Par contre, il est fixe. Le jet va pas bouger. Si tu le mets à 45, il reste à 45. Ça vaut entre 3 et 10 balles. Donc, on ne peut pas dire que ce soit la mort niveau prix. La petite parenthèse, c'est qu'il existe aussi, chez Rainbird et chez d'autres, je pense, des tuyaux comme ça, sauf qu'ils sont marrons, avec goûteur intégré. Avantage, inconvénient. Le gros avantage, c'est que bah, tu n'es pas obligé d'acheter à côté des goûteurs. L'autre gros avantage, c'est que c'est des couronnes de 100 mètres et par exemple, c'est parfait pour un but, un massif. Tu vas venir faire un zigzag dedans, ça se démerde. Il en existe plusieurs sortes, donc plusieurs litreurs disponibles. Donc ça, tu iras voir, tu choisiras. Inconvénient, bah, bien sûr, c'est un système qui est un petit peu plus cher que ça. Quoique, une fois que tu as payé ça, plus tous les goûteurs, et ben, c'est à... Voilà, tu vois, ça doit se valoir. Inconvénient, c'est que c'est des trous tous les 33 cm. Alors, va savoir pourquoi. Est-ce que c'est eux qui ont calculé? Je pense que, vu l'ancienneté de la boîte et vu la qualité professionnelle du matos qu'ils proposent, je pense que ça a dû être étudié. Mais en gros, tu as un goûteur tous les 33 cm et tu ne peux pas venir en rajouter des intermédiaires à ma connaissance.
L'avantage par contre, c'est que là, tu n'as aucune fuite, ta goutte, elle est fluide, elle est régulière, elle est nickel. Donc c'est pour ça que je te dis que si tu as un parterre de fleurs, des massifs, avec des plantes qui courent, etc., un millepertuis, des vivaces et tout, ou même là, pour le coup, des haricots, tu balances ça en plein milieu, en zigzag et tout, et ça se démerde. La dernière chose que je voulais vous montrer, on reste quand même dans l'arrosage domestique, c'est la turbine. Alors la turbine, le gros avantage, c'est qu'elle ne va pas faire un jet à 360 degrés, elle va faire qu'un seul jet. Par contre, le jet qu'elle va faire, et ça c'est très important, c'est pas comme quand vous ouvrez votre tuyau d'arrosage à fond et que ça part comme une lance, tu vois, un jet, et que ça va mouiller juste au point d'impact. C'est-à-dire que si je passe sous ce jet, je ne suis pas mouillé. Alors que là, la buse, elle est faite de telle manière que si mon jet fait 8 mètres, 10 mètres, 15 mètres, du début de la buse jusqu'au point d'impact, eh bien là, ça va être mouillé. Et ça, c'est vraiment bien. L'autre avantage, eh bien, c'est ce que je te dis, c'est la longueur. Ça va pouvoir arroser jusqu'à 10, 15, 20 mètres. Donc ça en fait des équipements vraiment idéaux pour arroser les gazons, les pelouses. C'est bien mieux d'arroser une pelouse ou un gazon avec une turbine qu'avec une tuyère. Je parle encore une fois, je m'entends, c'est à des grands espaces. Pareil, ça généralement c'est encastré au sol, la terre est au niveau de la collerette ici, ça fait que ça dépasse de 1 cm, 1 cm 5. Ta pelouse va venir recouvrir, le dessus il est vert, ça se voit pas bien, tu vas pouvoir passer ta tondeuse dessus. Quand ça se met en route, ça sort. Voilà, là par contre ça ne diffuse plus par le dessus, mais par le côté. Tu vois ici, là, par exemple, avec la pression ça va sortir, d'où l'utilité encore une fois d'avoir... tester ces barres, etc. Ça va sortir et là, ça va faire un jet. Ce jet, là aussi, il est réglable en longueur, en débit, en pression. Tu peux changer les buses. Tout est réglable, tout est personnalisable. Encore une fois, tu imagines que si ça, c'est encastré dans la terre, ça, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, je peux le changer sans changer tout mon système. Encore une fois, économie, etc., efficience, et ça me plaît beaucoup. Voilà pour la turbine. Alors, je ne vais pas vous parler des autres arroseurs, parce que les autres arroseurs, je pense notamment aux pchit-pchit, c'est ce que moi j'appelle les pchit-pchit. Tu sais, en fait, c'est des arroseurs à impact. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ça tourne automatiquement. C'est-à-dire que tu lui dis, je veux que tu tournes de là à là, ça se débrouille. Un arroseur à impact, ça va aller beaucoup plus loin. Là, ça peut partir à 30 mètres, 40 mètres. Ça peut aller beaucoup plus loin. Par contre, c'est des arroseurs généralement qui sont réservés à des utilisations ultra pro. Donc là, stade de foot, golf, agriculture, voilà. Je ne te conseille pas de mettre ça chez toi. Mais c'est les fameux arroseurs en fait qui vont faire... On est passé par les raisons d'avoir un arrosage automatique, les avantages, les inconvénients. Je vous ai montré plein d'exemples. Je vous ai expliqué les tuyaux, les regards, les programmateurs, les vannes. Tous les buses, les tuyères, tout ce qui est goutte à goutte. Je vous ai expliqué comment calculer un débit, une pression. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, dans ce hors-série, je voulais aussi faire passer un petit message, puisque là, j'ai vraiment voulu justement faire cette vidéo pour faciliter la vie de tous les gens maintenant qui travaillent. On est dans des sociétés où ça va... toujours trop vite, où on n'a jamais le temps de rien et personnellement nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Comme ça nous permet de pouvoir se concentrer vraiment sur le plaisir. Bien évidemment, tout ce genre de choses, ce n'est pour moi que secondaire. Mon grand-père, mon pépé que j'aimais à la folie, qui a été jardinier toute sa vie, il avait plus de 300 mètres carrés de jardin, il n'a jamais eu d'arrosage automatique. Alors est-ce que c'est parce qu'il aimait vraiment prendre son temps dans son jardin ? Est-ce que c'est parce qu'aussi il n'avait pas la même vie que nous et puis parce que du coup il avait plus de temps, il était moins stressé avec le quotidien? Ou est-ce que c'était parce qu'il n'avait pas les finances? Bref, à l'époque, je ne lui ai jamais posé la question. Je pense que ça aurait pu lui faire plaisir, mais la conclusion de ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas une fin en soi. Bien évidemment, aujourd'hui, on parle de jardinage et donc d'arrosage automatique, mais ce serait exactement le même discours pour le bricolage. Comme vous l'aurez constaté, durant toutes ces années d'aventures avec LJVS qui ne sont pas finies et qui me tiennent à cœur parce que ça vous aide, parce que ça vous inspire, parce que ça vous motive. Les outils, la marque des outils n'est pas importante. Bien sûr qu'on va encourager les professionnels à s'entourer de matériel professionnel et les bricoleurs qui le souhaitent à s'entourer de bon matériel, mais surtout à faire comme tout le monde, c'est-à-dire à faire en fonction de votre portefeuille. Mais pour moi, tout ça, c'est secondaire.
Vous pouvez être un jardinier hors norme, avoir un potager qui nourrit tout le village, avoir une pelouse magnifique et pas avoir forcément d'arrosage automatique. Vous pouvez bien évidemment être un excellent bricoleur, sortir des petits cadeaux pour la famille à Noël, arriver à faire des choses fabuleuses sans en avoir forcément pour 50 000 € de matériel. Tout ce que j'essaye de passer dans mes vidéos à chaque fois, et c'est pour ça que ça me tient à cœur de le rappeler, c'est pas tout ce côté superficiel qui certes est nécessaire, et quand on est passionné comme nous, on est toujours un peu des gamins devant des machines, et puis c'est sûr que ça nous rend des bons services, et je me reverrai pas aujourd'hui refaire une pièce en bois complètement à la main. J'aime trop mes machines, j'aime trop tout ça, et c'est pareil pour le jardin. Mais ce qui compte, c'est pas les machines, ce qui compte c'est de passer à l'action. Ce qui compte c'est que vous décidiez à dire je vais essayer de bricoler, je vais essayer de jardiner. L'arrosage automatique, on s'en fout, c'est la cerise sur le gâteau. Les super machines, les combinés bois, on s'en fout, c'est la cerise sur le gâteau. Mais lancez-vous, démarrez avec ce que vous avez, allez prendre des conseils dans des livres, sur des chaînes YouTube. Allez prendre des conseils auprès des anciens, auprès de vos grands-parents ou des anciens du village, peut-être vos voisins. Allez les voir humblement en leur disant bah voilà, je voudrais démarrer un petit potager, qu'est-ce que vous me conseillez? Et puis surtout, j'ai aussi envie de dire, faites-vous plaisir sans vous prendre la tête. Ne partez pas forcément dans les extrêmes. Aujourd'hui, surtout dans tout ce qui est potager, il y a beaucoup de nouvelles classes entre les pros but avec les lasagnes, machin, entre les pros perma, etc. Moi, je me considère dans aucune de ces cases et ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je fais le jardin pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour la famille parce que je vous garantis que quand tu goûtes une tomate qui sort de ton potager et que quand après tu vas en racheter une dans un supermarché, tu pleures du sang tellement qu'il y a une différence qui est atomique. Et donc pour moi c'est un petit plaisir, compte tenu du fait aussi que moi et puis toute la famille on est des bons vivants, on a grandi à la campagne, on aime bouffer, eh bien on est toujours ravis de pouvoir récolter le fruit de notre travail. On fait ça aussi parce que ça nous rend humbles devant la nature. Quand on plante en début de saison une graine qui fait à peine la moitié de la taille d'un ongle et puis que cette toute petite graine en quelques mois, via notre amour et puis via Dame Nature, se transforme en pied de courgette de 2 mètres et puis donne des fruits de 40 cm de long, c'est absolument extraordinaire de se lever le matin, d'aller ramasser ses légumes à la rosée. Et voilà, et puis on est sûr et certain qu'ils sont sains, qu'ils n'ont pas été passés dans un bain de chlore pour les désinfecter ou alors sous la javel. C'est pas des petits légumes qu'on achète sous vide, c'est vraiment quelque chose qu'on va cueillir les pieds dans la terre, les mains dans la terre. Et moi personnellement, en ce moment on a beaucoup de travail comme ça a été un petit peu toute notre vie, mais quand je suis dans mon potager, je déconnecte un petit peu. Après, est-ce que je fais tout bien? Est-ce que je paye tout au bon moment? Est-ce que c'est secondaire, je vais faire que m'améliorer. C'est pas pour ça que j'arrêterai de temps en temps de mettre un petit coup peut-être de rotobineuse ou alors je passerai à la grelinette ou j'en sais rien. Mais ce que je veux profondément vous dire, c'est que tout ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de vous lever et d'aller faire un petit potager. Et même si vous le faites, j'allais dire à la mini-pelle comme j'avais fait mon premier et au motoculteur, eh bien peu importe, ce qui compte c'est qu'à la fin vous ayez des beaux fruits que vous preniez et des beaux légumes, que vous preniez du plaisir avec votre famille et puis dans tous les cas au moins vous aurez agi, vous serez passé à l'action. C'est exactement la même chose pour le bricolage. J'ai des dizaines voire des centaines de témoignages par mois de gens qui me disent, de bichons qui me disent Laurent, merci pour tes vidéos parce qu'il y a 2-3 ans je ne savais pas changer une ampoule et puis aujourd'hui je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. C'est pas tant, je pense, qu'on montre des techniques, c'est surtout qu'on montre aux gens, moi le message que j'ai envie de faire passer, c'est on montre aux gens que si nous on le fait, vous pouvez le faire. C'est à la portée de tout le monde. Et même si vous êtes en appartement, j'ai vu des pieds de tomates dans des balconnières, c'est sûr que ce sera plus compliqué, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est des plaisirs en tout cas qui sont fabuleux. Donc aujourd'hui, dans ce hors-série, je vous ai parlé de notre arrosage automatique qu'on va bien évidemment optimiser. On va essayer de
de l'améliorer parce que là, il y a encore plein de trucs qui sont foireux, mais on va faire que l'améliorer. L'année prochaine ou cette année, on verra en fonction du temps, du budget et tout. J'ai vraiment envie avec la famille de faire une serre, de remettre une serre. Je pense qu'on va mettre des poules, on va peut-être mettre 2-3 petits canards et surtout, on va faire tout ça sans se prendre la tête et en simplifiant les choses au maximum. Et donc, l'arrosage automatique, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'amène du temps, du confort et vraiment... je vous le conseille, ça revient au final pas très cher, mais encore une fois, ce qui compte, comme je vous le dis, c'est surtout d'essayer déjà de passer à l'action. En parlant de conseils, j'avais envie de finir cette vidéo avec 2 youtubeurs potagers, parce que je suis beaucoup de collègues makers, je suis toujours dans le bricolage, je regarde aussi pas mal de trucs sur des sujets divers et variés, je pense à l'espace, je pense à plein de choses, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais j'avais vraiment envie de terminer cette vidéo en faisant un petit clin d'œil à 2 youtubeurs jardins que j'apprécie particulièrement. Alors j'en apprécie des dizaines, hein, donc si vous n'êtes pas cité, me faites pas la gueule, je vous adore, je regarde des dizaines de chaînes, mais la première chaîne qui me semble indispensable à aller voir, c'est le potager d'Olivier. Bien sûr, je vous mettrai un lien dans la description ou dans le i. C'est un gars qui est humble, c'est un gars pareil qui a décidé de faire de sa passion son métier. C'est un gars qui a écrit un bouquin qu'on a acheté et que j'ai dû lire en 2 heures pendant les vacances, t'as qu'à voir. C'est quelqu'un surtout qui est calme et qui est humble, et moi c'est un petit peu mon moment de détente le soir, il explique des trucs cool. Et puis la deuxième chaîne que je voulais vous conseiller toujours sur le potager, ce sont des personnages pas vraiment pareils, mais c'est quelqu'un que j'aime bien pour ses idées, c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, et c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il parle de choses importantes, mais il y parle en connaissance de cause. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui s'est renseigné, on sent que c'est quelqu'un que c'est pas le dernier bambin du dimanche qui donne son avis, on sent que c'est quelqu'un qui a un potentiel intellectuel, et c'est exactement le type de gens que moi j'adore écouter par exemple en podcast, où je mets ce genre de vidéo en fond, je mets mon casque et j'adore ça. Et puis il parle bien évidemment de potager, tout ça. Cette personne, c'est le potagiste, donc je vous mettrai aussi un lien. Il a fait pas mal justement de belles vidéos bien sûr sur le potager, puis on sent que pareil, c'est un gars normal quoi, la seule chose qu'il veut faire c'est des légumes pour sa famille, et puis que moi j'adore ce genre de gars entier. Je pense que c'est les deux là, Olivier et puis le potagiste, je pense que c'est 2 gars avec qui je pourrais passer une demi-journée à refaire le monde, ou alors à avoir peut-être au micro de Radio Bichon, parce que c'est des gars entiers. Et puis ce que j'adore chez le potagiste, encore une fois, c'est qu'il est capable de traiter de sujets pseudo-tabous, et puis au fur et à mesure qu'on écoute la vidéo, on se dit quelque part il a un petit peu raison. Et moi ce que j'adore dans tous ces sujets, c'est qu'en fait aujourd'hui, il y a beaucoup de modes dans tout. Il y a les pros-ci, il y a les pros-ça. Moi, j'ai envie de vous dire, tout ça, on n'en a rien à cirer. Levez-vous le matin, passez à l'action, faites quelque chose. Ça, déjà, ce sera la première pierre de toutes les bases. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez mettre un énorme pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Et puis, un commentaire. On les lit tous, même si on ne peut pas répondre à tout le monde, il y en a trop. Mais on les lit tous. Et puis, j'essaye de temps en temps de vous griffonner un petit truc. Voilà, entre 2 émissions. J'étais vraiment ravi de faire ce hors-série qui était un petit peu long, mais au moins normalement il est très complet. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, et puis comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, yeah! Bon bah ça s'est bien passé, j'ai chaud.